Merci beaucoup. Je vais déjà commencer par vous remercier pour cette invitation. Et puis, je vais essayer d'être à la hauteur de l'inauguration de ce beau cycle de conférences. À travers un sujet qui, ça ne vous a sans doute pas échappé, est un sujet particulièrement sensible, l'enseignement de l'histoire, puisqu'il n'y a pas une seule rentrée scolaire où nous ne fassions pas la une du JT, où les programmes sont trop lourds, les programmes endoctrinent, les programmes ne font plus de chronologie, les programmes ne parlent plus des grands personnages, les programmes se focalisent sur l'histoire des immigrés. Où va la France? Que fait l'école? Les grands tabous de l'histoire? Revenons à l'histoire de France, etc. Donc nous avons cette chance de vivre dans une société où tout le monde a son mot à dire sur l'enseignement de l'histoire et où il devient parfois très difficile de se départir un peu de ses souvenirs d'élèves pour essayer de réfléchir véritablement à cette discipline en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette discipline scolaire, d'abord qu'est-ce que ça veut dire une discipline scolaire, qu'est-ce qu'on enseigne réellement aujourd'hui, pourquoi. Et puis, au fond, je crois que la question qui nous réunit tous ici, c'est un peu toujours la même, que je résumerai sous une formule un peu lapidaire, mais à quoi bon? Voilà. À quoi bon enseigner l'histoire? Ce serait une question qu'on peut filer sur toutes les disciplines, mais je pense que nous ne sommes pas forcément tous très au clair lorsque nous enseignons sur la réponse, qui est d'ailleurs extrêmement complexe. La question est peut-être formulée de manière très très simple, voire simpliste, mais la réponse est évidemment extrêmement complexe. À quoi bon enseigner l'histoire? Alors, je vais du coup effectivement vous proposer un petit résumé de la conférence qui est en ligne et qui est bien sûr beaucoup plus développée. Et je vais procéder, on va dire, en 3 moments. D'abord, un petit moment historique, parce qu'évidemment, on parle quand même aussi un peu d'histoire. Et puis, je reste un peu persuadée qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux débats. Et que la question, une autre question qui me semble fondamentale, c'est de savoir pourquoi il y a toujours récurrence des questions, même si évidemment elles se transforment, mais c'est quand même malgré tout une récurrence des mêmes questions. Donc au fond, qu'est-ce qui, dans une situation, dans un contexte, rend possible la réémergence de certaines questions qui sont en fait toujours déjà là depuis la fondation de l'enseignement de cette discipline, depuis la fondation de cette discipline scolaire. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu ça à travers une sorte d'historique assez rapide de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire. Je fais juste une petite parenthèse, je pourrais vous parler, enfin vous pourriez trouver étonnant que je ne vous parle pas de la géographie et de l'éducation civique. Alors l'éducation civique, je n'en parle pas parce que je considère qu'on pourra en débattre, mais que si les disciplines étaient enseignées correctement, peut-être qu'on pourrait se passer d'éducation civique, mais en tout cas, ça c'est une autre question, je n'en parle pas. La géographie, pour moi, est une discipline à part entière et à sa propre épistémologie scolaire, et donc je préférerais que ce soit un spécialiste de la géographie scolaire qui parle de la géographie. C'est la raison pour laquelle je ne vous parlerai que de l'histoire scolaire, puisque chacun son champ, chacun sa façon de le circonscrire, et je pense que je ne suis pas compétente pour parler de la géographie comme je vais vous parler de l'histoire. Donc d'abord, je vais procéder par une fresque historique, comme je vous l'ai dit, et puis ensuite une sorte d'état des lieux de l'existant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi vous de collègues d'histoire-géographie, mais quand bien même vous seriez nombreux, c'est toujours bien de mettre un petit peu à plat, de mettre à nu, c'est ça que ça veut dire aggiornamento, de mettre à jour un petit peu l'existence qui a lieu aujourd'hui, et puis de vous proposer plutôt quelques pistes de refondation, puisque c'est le mot à la mode, quelques pistes de refondation de l'enseignement de l'histoire, étant entendu que si elles étaient entendues et si je détenais les clés de la refonte de l'enseignement de l'histoire, je ne serais à l'heure actuelle pas devant vous, mais en train d'en débattre devant le fameux Conseil supérieur des programmes qui, paraît-il, s'est réuni aujourd'hui. Alors, commençons donc par la fresque historique dont je vous parlais. J'ai dégagé dans mon intervention, enfin dans celle qui est en ligne, j'ai dégagé 4 moments pour cette fresque historique. Le premier moment, vous le connaissez tous, puisque c'est celui qui est le plus, comment dire, le plus vulgarisé encore aujourd'hui. C'est la fameuse histoire du roman national. Vous savez que l'enseignement de l'histoire a été, on va dire, conçu et fabriqué
comme un roman national à partir non pas de la Troisième République, mais de la fin du Second Empire. À partir de la fin du Second Empire, l'enseignement de l'histoire a été écrit, il y a eu un récit scolaire de l'histoire qui s'est mis en forme selon une logique, on va dire, selon une trame narrative romancée, et que certains, mais beaucoup plus tard, ont appelé le roman national. Alors le roman national, grosso modo pour faire très rapidement, c'est l'histoire de l'épopée nationale d'une France qui va vers le toujours meilleur, qui est fondée, qui est jalonnée sur les actions de grands personnages, essentiellement masculins, à part Jeanne d'Arc, et de moments fondateurs. Chaque grand personnage et chaque moment fondateur, donc par exemple le baptême de Clovis, par exemple la reddition de Vercingétorix, je ne les classe pas dans l'ordre, pardon, par exemple le sacre de Charlemagne, etc. Chaque moment fondateur est chargé, dans le récit scolaire, est chargé de finalité, de même que chaque personnage est lui-même chargé de finalité. C'est donc un récit qui procède par identification, par projection de modèles identificatoires. Et ça repose sur une idée, mais qui est une idée qui n'a rien de véritablement scandaleux pour l'histoire de la pédagogie, qui repose sur l'idée qu'un enfant a besoin d'exemples, a besoin de modèles, qui soient un modèle héroïque, qui soit un modèle qu'il ait envie d'imiter, et qu'il faut qu'il trouve dans les différents repères qui lui sont mis sous les yeux, il faut qu'il trouve sa raison d'être français. Voilà. On est à l'époque où le pays est en train de se construire comme France, où le pays est divisé par un certain nombre d'entités régionales et conçu par un certain nombre d'entités régionales. Vous savez très bien qu'au XIXe siècle, on est davantage creusois que français. Et donc, il y a une finalité qui se conçoit immédiatement dans l'enseignement de l'histoire, qui est une finalité nationalo-identitaire, qui est une finalité identitaire, qui est de dire, voilà pourquoi, ou voilà où vous allez puiser vos raisons d'être français. Ça, c'est la première chose. Bon. Et la raison d'être français, c'est d'avoir des modèles français, c'est d'avoir des moments fondateurs, on va dire, du pays auquel on est censé s'identifier. L'autre finalité qui se met en place aussi à ce moment-là, et cette fois davantage sous la Troisième République, donc vous voyez que c'est pour ça qu'on parle de roman national, c'est une histoire qui se raconte, c'est une histoire aussi, on dit, qui doit mobiliser l'imaginaire des enfants, etc. L'autre finalité qui se met en place exactement au même moment, souvent on la croit plus tardive, mais en réalité quand on regarde les textes, elle est vraiment concomitante de cette première finalité, c'est la finalité, la double finalité intellectuelle et civique de l'enseignement de l'histoire. Alors je vais commencer par la finalité civique. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez bien connu. À partir du moment où la Troisième République se construit comme république, il faut que, en même temps que les futurs petits-enfants se sentent français, il faut qu'ils se sentent citoyens français et il faut qu'ils se sentent, on va dire, légitimes pour participer à la République de demain. Donc, finalité civique de l'enseignement de l'histoire. Ce n'est pas la seule discipline qui avait été chargée de cette finalité. Toutes les disciplines à cette époque-là à l'école étaient chargées de cette finalité. Mais disons qu'il y avait dans l'histoire quelque chose d'un petit peu plus flagrant dans la mesure où c'était une manière de projeter un passé glorieux et surtout un futur de plus en plus glorieux. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on était vraiment dans une épistémologie du progrès assuré, ce qui est vraiment important et ça, en revanche, ça a pas mal disparu. La deuxième finalité, que j'appelle la finalité intellectuelle, on peut aussi l'appeler finalité critique. Alors on pourra en débattre de ça, le mot n'est pas un mot de la Troisième République, la finalité critique, mais quand même dès ce moment-là, il est question, et vous allez voir que les théoriciens de cet enseignement de l'histoire sont assez encombrés finalement avec ça, donc Ernest Lavis, vous le connaissez, Charles Seignobos, etc. Dès ce moment-là, il est question que quand même dans cette discipline, on puise aussi quelques éléments de réflexion critique sur le monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est encombrant ? C'est encombrant parce que vous avez bien compris que s'il y a une finalité identitaire et civique, ça veut dire que d'emblée, c'est une discipline qui se charge, on va dire, d'une fonction ou d'une matrice très adhésive. Il faut adhérer à un discours. Il faut adhérer au discours si on veut se sentir français. Il faut adhérer au modèle du passé qui est projeté. De même, il faut adhérer au modèle politique si on veut se sentir citoyen républicain. Or, si on
connecte, si on branche là-dessus une finalité critique, et j'insiste là-dessus parce qu'on est encore complètement dans cette tension aujourd'hui, si on connecte là-dessus ou si on surimpose là-dessus une finalité critique, vous voyez bien qu'on prend le risque qu'avec finalement cette compétence et cette posture intellectuelle critique, on fabrique davantage de l'opposition, ou en tout cas on puisse fabriquer de l'opposition et pas simplement de l'adhésion. Et dans cette matière qu'est l'histoire scolaire, à ce moment-là, sous la Troisième République, et ça m'intéresse nettement plus que les questions du roman national qui reviennent sans arrêt sur le devant de la scène, à ce moment-là, sous la Troisième République, il y a une tension dont nous ne sommes toujours pas sortis. Et cette tension, c'est comment charger cette discipline de finalité critique alors qu'elle est si fortement empreinte d'un potentiel d'adhésion. Et alors là, on est vraiment, pour le coup, dans une problématique qui fédère aussi, on va dire, le fil rouge de ce séminaire, qui est celui de l'émancipation. Comment est-ce qu'on peut être à la fois porteur d'un discours qui attend une adhésion, puisqu'il y a des finalités civiques et identitaires, et en même temps assumer aussi le potentiel critique de cette discipline qu'est l'histoire, dans sa dimension académique, mais aussi dans sa dimension scolaire. Donc, premier temps du roman national. Ce temps du roman national, alors il va subir un certain nombre de soubresauts, mais bon, ça, c'est pas notre débat. Il va connaître une interruption, on va dire, une rupture épistémologique plutôt importante après la Seconde Guerre mondiale. Pour une raison très simple, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus possible de dire que la France marche d'un pas résolu vers le progrès. D'ailleurs, il n'est plus possible de dire que le monde marche d'un pas résolu vers le progrès, compte tenu de l'apogée de la barbarie que vient de traverser la plupart des États du monde. Donc il y a une rupture épistémologique forte à ce moment-là qui commence à questionner cette idée que l'histoire doit être enseignée de manière linéaire et de manière téléologique. Alors ça, c'est un mot que les historiens adorent. C'est la manière téléologique, c'est lorsque nous connaissons déjà la suite de ce que nous enseignons. Ce qui est le propre de l'histoire scolaire, puisque, évidemment, il faut être très, très bon acteur pour faire croire à nos élèves qu'en 1788, personne dans la salle de classe ne sait que le 14 juillet 89, il y a la prise de la Bastille, si vous voulez. Donc, on est forcément dans une logique téléologique. Et à partir de cette Seconde Guerre mondiale, l'école, la discipline scolaire, la discipline historique scolaire commence à être vraiment questionnée de ce point de vue-là. Est-il encore possible de soutenir que la France est en marche vers le progrès ? Est-il encore possible de soutenir que la France est le pays des droits universels, etc., alors que nous venons de traverser une période particulièrement noire ? C'est le moment où d'autres agents prescripteurs, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'autres institutions, vont émerger pour se prononcer sur les programmes, sur les curricula et sur ce qui devrait figurer notamment dans l'enseignement de l'histoire. Pas que dans l'enseignement de l'histoire, mais notamment dans l'enseignement de l'histoire. L'UNESCO, par exemple, à ce moment-là, intervient énormément. Pourquoi l'UNESCO ? Bien parce que désormais, le maître mot des nouveaux programmes, ça va être les droits de l'homme. Évidemment, on vient de traverser cet épisode particulièrement barbare qu'a été la Shoah, et on prend conscience qu'il faut à tout prix accompagner l'apprentissage de la tolérance, des droits de l'homme, de l'antiracisme, etc. C'est à ce moment-là que naît tout ce discours. Et là, les programmes vont connaître une inflexion, doucement, parce que vous savez, tout ça, c'est évidemment une temporalité très longue. Les programmes vont connaître une inflexion. Alors on pourrait se dire, mais l'UNESCO peut toujours parler des programmes d'histoire en France, quel est son poids ? Il se trouve que les colloques qui étaient organisés par l'UNESCO à ce moment-là étaient publiés, par exemple, dans le bulletin officiel. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, les résultats de certains colloques de l'UNESCO, je pense à un en 1951, par exemple, je vous ai mis les références dans mon texte, étaient publiés par, on va dire, l'organe, le rouage essentiel du ministère. Donc, il y avait, si vous voulez, quand même une forme de poids, même si on peut toujours s'interroger sur son poids réel, mais il y avait quand même une importance de discours d'autres institutions qui intervenaient dans l'écriture des programmes. Et alors, comment faire ? Eh bien, l'idée qui se dessine, c'est qu'il faut apprendre qu'il faut que les élèves connaissent d'autres civilisations sous l'angle de la tolérance et sous l'angle de l'égalité des civilisations.
C'est le moment où commence à émerger cette idée qu'il faudrait enseigner des civilisations étrangères pour ce qu'elles sont. C'est la grande mode aussi sur le plan académique de la réflexion autour des civilisations. Alors ça va entrer dans les programmes scolaires très lentement. Le programme qu'on appelle communément le programme Braudel, il date de 1957. C'est un programme, alors au départ il devait toucher quasiment tout le secondaire, puis finalement ça a provoqué tellement de remue-ménage cette affaire que ça s'est cantonné sur la terminale. C'est un programme qui porte en lui cette idée que l'anthropologie historique peut aider à la tolérance, peut aider à la fraternité entre civilisations, etc. Donc c'est une rupture qui est importante parce que c'est quand même une manière de questionner la finalité nationalo-républicano-identitaire de l'enseignement de l'histoire. C'est pour ça que je vous en parle. Alors ce programme, on pourra en parler de sa pérennité, mais je n'ai pas le temps. Toujours est-il qu'il a été supprimé totalement en 1966 à la suite d'une grande mobilisation des enseignants enseignants de terminale qui étaient particulièrement opposés. Troisième moment important, le moment des années 70. Moment des années 70, vous savez, donc on est en pleine effervescence, fin des années 60, début des années 70, autour de la question de l'éducation nouvelle, la nouvelle société, etc., etc. Je vais faire très rapidement. Les années 70, évidemment, posent des questions aux disciplines scolaires et particulièrement sous l'influence de groupes, d'associations, de collectifs qui vont se créer pour essayer de refonder, repenser, là encore, l'école et pour essayer de la débloquer. Je fais un petit clin d'œil à ce moment-là, notamment Suzanne Citron, qui en 1971 sort un livre qui s'appelle « L'école bloquée ». Suzanne Citron, c'est elle qui est à l'origine de la formule aggiornamento, puisque dans ces années, en 1968, elle a publié un article qui s'appelle « Pour l'aggiornamento de l'enseignement de l'histoire et de la géographie ». Elle a publié cet article dans les Annales, et c'est un article dans lequel il y a déjà toutes les questions que l'on pose encore aujourd'hui. Donc Suzanne Citron, mais d'autres, c'est pas du tout elle la pionnière dans cette histoire, Suzanne Citron et d'autres personnes vont former des collectifs, d'autres collectifs vont émerger, etc., pour essayer de repenser l'école un petit peu, l'enseignement de l'histoire, pardon, en le sortant de ce carcan disciplinaire, en le sortant de ce carcan et de ces finalités dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a donné naissance à 2 programmes. Alors évidemment, je fais court, parce que là encore, je suis obligée de procéder à un certain nombre de simplifications quand je vous fais l'historique, parce que tout ça est extrêmement complexe, mais ça a donné naissance quand même à 2 types de curricula. Dans les écoles primaires, ce sont les fameux programmes d'éveil. Donc, programme d'éveil 1969, qui ont été particulièrement critiqués, des programmes qui, comme leur nom l'indique, insistent sur le fait qu'il n'est pas besoin que les disciplines dites non fondamentales soient enseignées de manière cloisonnée. Il faut travailler justement le décloisonnement disciplinaire, la transdisciplinarité, la transversalité, etc., de façon, par les méthodes aussi actives, de façon à faire naître le désir de la connaissance, etc., etc. 1969. Dans le secondaire, ça a donné les programmes ABI, un peu plus tard. On est au milieu des années 70. C'est une expérience de programme qui est assez peu connue, en tout cas par, on va dire, les collègues d'histoire-géographie. Une expérience de programme qui tente de faire une sorte d'expérimentation de sciences humaines et sociales. Ce sont des programmes qui vont intégrer, alors qui vont garder une trame assez classique, malgré tout chronologique, etc., mais qui vont intégrer ce qu'on appelle des coupes thématiques. Et donc, on va voir apparaître dans les programmes du collège, notamment, la possibilité d'enseigner, alors je vous avais donné 2 exemples, la naissance et le développement des villes, sur un temps très très long, de l'Antiquité à nos jours, par exemple, ou alors l'évolution des navires et des transports maritimes, etc. Donc vraiment une expérimentation qui est de sortir de ces 4 périodes un petit peu redondantes, de cette chronologie politique assez classique, etc., et puis d'introduire dans les programmes des outils économiques, philosophiques, juridiques, etc. Donc des programmes qu'on a un peu, qui se voulaient, en tout cas, c'était écrit comme ça dans les préambules, qui se voulaient un petit peu des programmes de sciences humaines et sociales.
Ça a donné naissance à un troisième grand moment dans ma grande fresque historique, qui est une grande crise lancée en 1979 par un cri du cœur d'Alain Decaux en une du Figaro Magazine, qui s'étonne et même qui s'insurge que l'on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Alors on est en 1979, ça fait la une du Figaro Magazine, et il raconte, Alain Decaux, si vous avez accès à cet article, allez le voir parce que c'est assez drôle, il raconte qu'il est en train de faire une conférence à Vichy et qu'à la fin de la conférence, une jeune femme va le voir, et alors à cette époque-là, on était quand même assez décomplexé aussi dans le Figaro Magazine, parce que cette jeune femme va le voir et Alain Decaux écrit vraiment, dans son article, il écrit « Qui aurait pu résister au charme de cette jeune femme qui m'invite à dîner ?» Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Mais en gros, voilà, cette jeune femme va le voir et elle lui dit « Écoutez, elle est institutrice et il faut que je vous dise, ce n'est pas possible, on ne fait plus d'histoire à l'école primaire, etc. » Et donc, Alain Decaux raconte que c'est sur la base de ce témoignage qu'il décide de prendre la plume et d'alerter l'opinion. Alors évidemment, en réalité, les choses sont plus complexes parce qu'il y avait déjà un long travail en amont de la part de l'association des professeurs d'histoire-géographie, etc., qui eux-mêmes critiquaient fortement les programmes ABI. Mais il y a, par le fait même de cette médiatisation, il y a la montée en sauce, si vous voulez, de cette affaire qui devient une affaire et qui devient une véritable controverse, à tel point qu'elle va pénétrer ça prend du temps, et qu'elle va pénétrer jusqu'au Conseil des ministres, puisqu'on sait que cette question a même été débattue en Conseil des ministres, où c'était, je crois, déjà Mitterrand, 81, qui était là. Mitterrand a dit il faut absolument, en gros, régler cette histoire de l'enseignement de l'histoire. Et donc, dans la foulée, il y a plein de choses qui sont lancées. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est une période qui est vraiment une période charnière, cette période 81 jusqu'au programme Chevènement 85. Plein de chantiers sont lancés. Un grand colloque à Montpellier en 84 pour réfléchir à l'enseignement de l'histoire. Un rapport qui est commandé à un historien orientalisant, alors ça on l'a un peu oublié, qui est commandé à Jacques Berck, qui est un spécialiste du Maghreb, qui est un ami de Chevènement. Et Chevènement commande un rapport à Berck, et ce rapport, il est sur les rapports entre l'immigration et l'école, la scolarisation des enfants immigrés, il va s'appeler ce rapport. Deux autres rapports qui sont commandés, l'un à Claude Nicollet, l'autre à Mona Ozouf. Donc vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont mobilisés comme ça. Enfin, Mona Ozouf, ce n'était pas un rapport, mais elle est intervenue là-dessus. Plein de gens sont mobilisés pour essayer de réfléchir sur cette question. Et déjà, encore, si j'ose dire, la question fondamentale, c'est l'enseignement de l'histoire. À quoi bon ? Et si vous lisez le colloque de Montpellier, ils ont tous été publiés, ces colloques et ces rapports. Vous voyez très bien que vraiment, le fil rouge, c'est à quoi bon ? Michel Perrault, qui intervient, qui est une historienne des femmes, elle a une très belle intervention lors de cette intervention. Elle dit « ce serait bien que l'enseignement de l'histoire ne serve à rien ». Et qu'on remette un petit peu au goût du jour le plaisir d'apprendre, parce que ce plaisir d'apprendre, au milieu de toutes ces finalités, de toutes ces controverses politiques, on l'a un petit peu perdu. Donc un grand moment d'ébullition, si vous voulez, dans ces années 80, à la suite de ce que certains ont soupçonné être une dissolution disciplinaire, justement. Donc on est vraiment au cœur des choses. Donc à la suite de ce que certains ont supposé être une mise à mort, un sabotage de la discipline. Et déjà, vous aviez les mêmes arguments que l'on a retrouvés très récemment. L'enseignement de l'histoire est accusé de s'aborder le chronologique en mettant en place du thématique. L'enseignement de l'histoire est accusé de s'aborder l'histoire de France en ouvrant trop les programmes au monde extérieur. L'enseignement de l'histoire est accusé de ne pas suffisamment mettre en avant les grandes figures qui sont des figures identificatoires et qui rendent fiers d'être français. Donc déjà, les arguments en 79 dans le texte de Decaux et dans d'autres sont déjà là, si vous voulez. Un autre rapport est commandé à un autre historien qui s'appelle René Giraud, et c'est aussi un rapport vraiment sur la question de l'enseignement de l'histoire en général. Alors tous ces documents montrent que cette période est vraiment une période de tiraillement, et qu'à ce moment-là, c'est joué quelque chose de fondamental dans la direction qu'allait prendre l'enseignement de l'histoire et aussi de la géographie et de l'éducation civique. À la suite de cette grande période de controverse, donc on est au moment du ministère Chevènement, et le redressement qui se fait, redressement, vous pouvez l'entendre comme vous voulez, peu importe, mais en tout cas l'inflexion qui se fait pour les programmes, c'est effectivement la fin
de toute tentative, on va dire, de transversalité, la fin de la mise en avant des pédagogies actives, la fin de l'éveil et le retour véritablement à des finalités qui soient des finalités exclusivement, on va dire, civiques, charge civique très très forte évidemment dans le ministère Chevènement. C'est le retour aussi de l'éducation civique, hein, qui n'avait jamais disparu officiellement, mais qui s'était un petit peu perdu dans le flou des pratiques. Et donc, un retour à des programmes qui sont des programmes rédigés, on va dire, de manière un petit peu plus traditionnelle par rapport au modèle de naissance de l'enseignement de l'histoire. Programme donc du milieu des années 80, programme où la finalité nationale est fortement rappelée, où la finalité civique est fortement rappelée, et puis bien sûr, on est en pleine période de construction européenne, où la finalité européenne aussi est fortement rappelée. Ces programmes vont rester en vigueur jusqu'au milieu des années 90, où autre chose, d'autres paradigmes, si vous voulez, arrivent et profilent autrement l'histoire scolaire. Ces nouveaux paradigmes sont ceux que j'ai appelés dans ce texte les paradigmes de la mémoire, du patrimoine et de l'identité. Le milieu des années 90 sont les programmes qu'on appelle communément les programmes Born, sont des programmes qui vont s'imprégner de tout ce contexte de naissance du fameux devoir de mémoire. À ce moment-là, les programmes vont assumer, et c'est dit comme tel dans les prescriptions, alors il va de soi que je ne parle que des prescriptions, hein, là je suis vraiment dans la logique des programmes, hein, et on sait bien que l'enseignement d'histoire, ce n'est pas que les programmes, hein, on est d'accord là-dessus. Les programmes vont se charger à ce moment-là, vont assumer d'avoir une finalité mémorielle. Cette finalité mémorielle permet, à mon sens, une chose très importante, c'est de ne pas abandonner la finalité identitaire, puisque là, on est totalement dans le profilage identitaire d'une nation lorsqu'on lui demande de communier sur le plan mémoriel, hein, symboliquement. Donc, de ne pas abandonner la finalité identitaire et en même temps de rendre possible l'entrée dans les programmes de paroles minoritaires ou de récits minoritaires à travers justement des mémoires qui sont des mémoires, on va dire, particulières. C'est le moment où on commence notamment à réfléchir à la particularité de la mémoire juive dans l'histoire de la déportation. C'est le moment aussi, un petit peu plus tard, à partir de 1998, où on commence à réfléchir à la question de la mémoire de l'esclavage, ce qui se traduira notamment par la loi Taubira en 2001. C'est le moment où finalement, les mémoires, la question des mémoires plurielles, va pouvoir entrer, mais encore une fois de manière très lente, dans la logique d'écriture des programmes. Et donc ces finalités mémorielles et patrimoniales vont permettre deux choses, de maintenir, on va dire, une matrice nationale, nationalo-identitaire, et en même temps de rendre possible, sous l'angle de la commémoration, y compris des commémorations particulières, de rendre possible des récits qui ne soient pas des récits majoritaires. Ça va, c'est clair ce que je vous raconte ? Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je suis désolée d'être très rapide. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une logique de programme particulièrement patchwork. Alors, je vais parler des derniers programmes, hein, programme 2008, programme 2010, pour ceux qui enseignent l'histoire-géographie. Pourquoi est-ce que je parle de finalité patchwork ? D'abord, il faut rappeler quand même qu'un programme, c'est forcément un montage. Hein. Tout programme scolaire, tout programme d'histoire est un montage, il faut vraiment l'analyser en tant que montage. Qui dit montage dit arbitrage. À un moment donné, il y a des arbitrages qui interviennent, qui sont le fruit d'un certain nombre de négociations, bon, ça c'est de la sociologie du curriculum classique, donc qui sont le fruit d'un certain nombre de négociations, et qui à un moment donné sont censés acter de ce que doit être la réalité de ce que doit être un programme d'histoire de l'école, on va dire du collège au lycée, puisque pour une raison qui m'échappe, l'école primaire procède encore d'une autre logique d'organisation et n'est pas du tout pensée en cohérence avec le collège et le lycée. Donc, un programme d'histoire comme montage, ça veut dire qu'on peut le comprendre comme ce que, à un moment donné, les responsables de programme ont souhaité proposer
aux futurs acteurs de demain. Donc, on souhaitait, comment dire, rendre, les arbitrages qu'ils ont faits dans le passé, à propos d'événements ou à propos de périodes qui leur ont censé être prioritaires pour pouvoir agir dans la société de demain. C'est ça un programme d'histoire, c'est ça le montage, c'est ça le programme du film, si vous voulez. Le programme du film, étant donné qu'on ne peut pas enseigner l'histoire de l'humanité à nos jours, le programme, parce qu'évidemment il y a des contraintes horaires, etc., le programme du film, c'est de dire qu'est-ce que je sélectionne en fonction de quelles utilités, en fonction de quelles intentions, en fonction de quelles demandes sociales, entre guillemets, si tant est que ça existe, de telle sorte à ce que les élèves, en ce qu'on suppose, ce que nos élèves s'inscrivent dans un projet qui, à ce moment-là, est notre projet. Voilà comment on peut comprendre un programme d'histoire. Alors, les derniers programmes, quand on les lit avec cette grille de lecture-là, sont évidemment particulièrement, véhiculent un message particulièrement brouillé de ce point de vue-là. Parce que on a véritablement le sentiment, et Patricia Legris qui a fait sa thèse sur cette question-là l'a bien montré aussi, on a véritablement le sentiment que tout a été fait pour pour distribuer, on va dire, équitablement les parts de ceux qui en réclamaient. Donc on a une logique totalement tabulaire des nouveaux programmes. Tabulaire, c'est-à-dire une mise en coprésence de plusieurs logiques qui ne sont pas forcément très cohérentes. Alors, quelles sont ces logiques et quelles sont ces mises en coprésence? D'abord, il y a toujours quand même la logique des 4 périodes, donc il y a quand même toujours cette logique, on va dire, d'une avancée chronologique, d'une vision et d'une avancée chronologique dans le temps. Les élèves, ils étudient l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours, s'ils vont du collège jusqu'à la fin du lycée général, et même d'ailleurs dans le lycée professionnel. Donc il y a quand même toujours cette logique-là, qui, encore une fois, on peut en discuter, mais ne va pas forcément de soi. On peut tout à fait imaginer qu'on parte d'aujourd'hui pour retourner vers hier, qu'on fasse exploser les frontières des périodes et puis qu'on étudie des grandes questions qui soient évidemment plus thématiques et qui du coup soient sur des axes chronologiques qui ne répondent pas aux conventions des périodes traditionnelles, etc. Donc ça ne va pas de soi, mais ça existe depuis tellement longtemps que c'est très difficile à remettre en cause. On a également une logique mémorielle très très forte. Alors ça, on le voit à travers, ne serait-ce que aujourd'hui, des questions qui s'intitulent ouvertement « Mémoire de telle chose », mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mémoire de la guerre d'Algérie. Donc on a une vocation mémorielle qui est totalement assumée. On a également, à travers l'entrée de certains thèmes, on voit bien qu'on a une réponse, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou mal, qu'on a une réponse à un certain nombre de groupes de pression qui ont agi pour qu'il y ait l'histoire de l'enseignement de la traite et de l'esclavage, pour qu'il y ait l'histoire non plus simplement de la colonisation, mais de la colonie, c'est-à-dire de la situation coloniale. Donc toutes les questions dites socialement vives sont des questions qui sont aujourd'hui entrées dans la trame des programmes. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de tabou dans la question des programmes d'histoire. Il y a simplement des manières d'agencer et donc des formes de montage qui font que tel ou tel événement est vu de telle ou telle manière. Il y a aussi des gages qui sont donnés aux partisans, aux défenseurs de l'histoire de France. Ceux qui disent que l'histoire de France a disparu, etc. Mais il y a aussi des gages qui sont donnés aux défenseurs de l'histoire dite mondiale ou de l'histoire dite globale. On le voit par exemple en seconde, on le voit dans les programmes de 5e avec l'Afrique médiévale, etc. Donc il y a, si vous voulez, quand on regarde les programmes, on voit bien qu'il y a une tentative de mettre en accord, finalement, toutes les demandes de ceux qui ont été auditionnés par les prescripteurs. Du coup, évidemment, ça rend les choses à la fois, je ne vous le cache pas, particulièrement stimulantes parfois, parce qu'il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, mais ça rend le message des finalités de l'enseignement de l'histoire, ça rend le message particulièrement brouillé. Et on se rend compte aujourd'hui que lorsque on demande à certains élèves, finalement, comment est-ce qu'eux abordent cet enseignement de l'histoire, eh bien, il n'est pas rare qu'ils en reviennent, alors qu'ils sont en fin de scolarité, qu'ils en reviennent en réalité à un schéma qui, lui, a complètement disparu, qui est le schéma du roman national.
Alors, je vous donne un exemple tout simple. On a lancé en ce moment, avec l'Institut français de l'éducation, une grande enquête sur 6000 élèves. Donc, il y a un panel de 6000 élèves qui a été interrogé sur une question qui est « Raconte, comme tu le veux, l'histoire de ton pays ». De ton pays, parce que c'est une enquête internationale. Cette grande enquête, on a récolté les 6000 questionnaires. Elle porte sur des élèves de 6e, de seconde, donc palier du CM2, palier de la 3e et post-bac. Donc 6000 questionnaires. On a rentré tous les récits d'élèves, on les a codés, on est en ce moment en train d'en faire le traitement et on rendra les résultats publics en mai prochain. On s'aperçoit, déjà pour vous livrer un petit peu quelques conclusions, on s'aperçoit que quel que soit le cycle, tous les récits d'élèves ont la même trame. Il y a un début. Alors évidemment, parfois, il peut remonter à Adam et Ève, mais la plupart du temps, il remonte aux Gaulois. Donc, il y a un début, il y a une logique totalement progressiste, hein, c'est-à-dire que plus ça avance, plus la France va bien. Et aujourd'hui, on est dans l'apologie de la démocratie, donc tout va bien. Hein. Il y a les grands personnages, le Panthéon, mais exactement celui lavicien, hein, dont je vous parlais en début d'intervention. Le Panthéon est le même. Et ce, encore une fois, quelle que soit la taille des événements, etc. Et les grands jalons, alors en général, c'est la Révolution française, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les grands jalons sont là aussi. Donc on voit bien que là, ça pose quand même question. C'est-à-dire que ces programmes qui sont particulièrement, on va dire, complexes, élaborés, tabulaires, critiques aussi, en tout cas ils sont faits pour être critiques, même si je pense qu'ils ne le sont pas, mais on pourra en reparler, eh bien ces programmes-là, finalement, ne laissent pas véritablement d'empreintes suffisantes pour que des élèves auxquels on demande une connaissance historique s'en emparent. En réalité, ils vont s'emparer d'autres savoirs sociaux sur l'histoire, c'est les savoirs vulgarisés, c'est il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et nos ancêtres les Gaulois. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important, parce que vous avez là l'exemple de prescriptions qui, en tout cas dans leur contenu, parce qu'après leur charge, encore une fois, leur charge, on va dire, leurs autres charges, c'est-à-dire les charges intellectuelles, etc., dans leur contenu, elles ne s'impriment pas, elles ne passent pas comme des outils qui sont considérés comme légitimes par des enfants pour être utilisés dans le cadre de la narration d'un récit historique. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très important que l'on peut peut-être mettre en relation avec le manque de lisibilité actuelle des programmes d'histoire, peut-être aussi avec Enfin, il y a plein d'autres raisons aussi, on pourra en débattre, mais je voulais aussi vous proposer ça parce que je pense qu'il y a là quelque chose à interroger. Alors, comme je vais vite et que je dis plein de choses à la fois, je ne sais plus du tout où j'en suis. Je vais terminer par un certain nombre de pistes, on va dire. Ce n'est pas vraiment des propositions, en réalité, ce sont des pistes davantage épistémologiques que je vous livre en pâture pour réfléchir à ce qui pourrait être d'autres fondements de l'enseignement de l'histoire, peut-être pour le rendre, on va dire, un petit peu plus en adéquation avec la finalité qui, moi, me semble la plus importante, c'est-à-dire cette finalité émancipatrice, cette finalité critique, dans le cadre de l'école et évidemment en coopération et en tissage avec les autres disciplines qui y sont enseignées. D'abord, je pense qu'il faut, sur le plan épistémologique, que nous trouvions un moyen de rendre intelligible le fait que le passé, c'est le moment où tout a été possible. Alors, je m'explique. La téléologie, même si on ne peut pas tout à fait la supprimer, la téléologie a ceci de tellement désenchantant qu'elle donne l'impression que tout est joué d'avance. Elle a aussi ceci de tellement désenchantant, lorsqu'elle repose sur des grands personnages, qu'elle donne l'impression que non seulement tout est joué d'avance, mais que tout repose entre les mains des puissants. Donc, si nous n'arrivons pas à rendre lisible, rendre visible
le fait que la marche de l'histoire est constituée d'une somme de situations et que dans chacune de ces situations s'est joué un certain nombre de possibles au moment où elles ont eu lieu, eh bien cela veut dire que nous ne projetons pas ce modèle dans la tête de nos élèves. Et ça veut dire que nos élèves s'inscrivent aussi, finalement, dans une matrice sociale et politique qui les dépossède de leur puissance d'agir. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve une façon de rendre audible cette idée que oui, en 1788, on ne savait pas qu'il y aurait 1789, et que oui, en 1789, ce n'est pas, et plus tard d'ailleurs, ce ne sont pas que Robespierre et Danton, et je prends volontairement un panthéon de gauche, ce ne sont pas que Robespierre et Danton, ce sont aussi une somme d'anonymes, comme dans toutes les mobilisations sociales, et que les anonymes font l'histoire, et que les anonymes sont le moteur de l'histoire. Et là, je crois que de ce point de vue-là, s'il y a bien une énorme lacune dans tous les programmes dont je vous ai cité les modèles depuis l'acte de naissance de l'enseignement de l'histoire, c'est bien celle-ci. C'est l'absence de l'histoire des anonymes et c'est l'absence de cette possibilité de projection que des situations du passé sont des situations de multiples possibles. Et si on ne comprend pas ça, évidemment, on n'a aucune raison, surtout lorsqu'on est dans situation de domination, on n'a aucune raison de penser que les situations de présent sont des situations du possible. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de particulièrement important. Par ailleurs, il faut, à mon avis, repenser autrement la chronologie. La chronologie, et c'est lié tout à fait à ce que je vous disais sur la téléologie, parce que la théologie, c'est une problématique de chronologie. La chronologie, ce n'est pas une frise révélée par les instances sacrées du ministère et sur laquelle les élèves devront apprendre à placer des événements. La chronologie devrait, à mon sens, procéder de ce qu'un didacticien assez peu connu qui s'appelait Henri Monniot devrait procéder de ce qu'on appelle un besoin de datation. C'est lui qui a inventé cette formule toute simple. Devrait procéder d'un besoin de datation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où un élève est pris et est saisi par une problématique historique, il doit lui-même, si vous voulez, mettre en branle tout un processus intellectuel qui l'oblige à se poser la question de la mise en cohérence, de la mise en ordre de ce qu'il est en train d'étudier, même s'il part du désordre. Le désordre, on a peur du désordre dans l'école, mais le désordre ne doit pas forcément faire peur. Même s'il part du désordre, de le pousser à mettre en ordre, et donc du coup d'avoir ce que Monniot appelle ce besoin de datation, c'est-à-dire de fabriquer lui-même de la datation. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il invente une date, évidemment, mais vous avez tous remarqué qu'un gamin, tout petit, il vous a demandé si vous viviez au temps des dinosaures. À l'école primaire, moi j'ai des fois, même mon petit garçon m'a un jour demandé si je vivais à l'époque des dinosaures. Bon. Donc évidemment, une fois que vous avez répondu non et que vous avez un petit peu souri, c'est une question qui est quand même très très intéressante du point de vue justement du rapport au temps des tout petits. Bon. Et en réalité, comment vous lui expliquez que vous ne viviez pas au temps du dinosaure? Comme il est tout petit, vous n'allez pas lui dire « Mais non, réfléchis un petit peu, les dinosaures, c'était il y a des millions d'années. » C'est pas compté. C'était il y a des millions d'années. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en 2013. Vous lui répondez pas ça. Vous allez lui faire comprendre qu'au temps du dinosaure, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ceci de possible, il y avait ça de possible, que ça a disparu, que ça est apparu, qu'entre-temps, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Et par un jeu de construction... Alors évidemment, je suis dans l'idéal de 10 heures d'enseignement d'histoire par semaine, on est d'accord. Que par un jeu de construction, l'enfant soit amené lui-même à se dire que oui, bien sûr, c'est absurde, et que oui, bien sûr, 1788 est avant 1789. Et après, le besoin de datation fait que de toute façon, la précision de la date, évidemment, s'imprime beaucoup plus facilement que lorsqu'on demande à un gamin de retenir ce que l'on appelle des repères, comme si le sacre de Charlemagne pouvait encore constituer aujourd'hui un repère pour n'importe quel Français, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel quartier. Donc, je crois que là, il y a aussi quelque chose à penser. Je suis évidemment volontairement un peu caricaturale, tout ce que je vous dis est très rapide, mais il y a vraiment quelque chose à penser autour de cette chronologie. Et qu'on s'entende bien, parce qu'on a des débats là-dessus tout le temps, donc qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas de supprimer la chronologie. Supprimer la chronologie, c'est une formule de médias complètement idiote,
dire à un professeur d'histoire qui veut supprimer la chronologie, si vous voulez, c'est comme de dire à un boulanger qui veut supprimer la farine. Donc c'est absolument idiot, hein. Mais en revanche, penser autrement la chronologie et la penser d'un point de vue didactique, c'est-à-dire au fond comme quelque chose qui s'est construit, parce que tout savoir scolaire s'est construit, donc comme quelque chose qui s'est construit et qui continue de se construire et qui est variable selon les approches et qui est variable selon les moments que l'on étudie et qui est variable selon les angles que l'on utilise. La chronologie d'un paysan n'est pas la chronologie d'un homme des villes au Moyen-Âge. La chronologie de l'indépendance tunisienne, puisqu'on parle de la Tunisie, mars 1956, pour un paysan du sud tunisien, c'est rien, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé je ne sais plus quel jour de mars 1956. Tous les témoignages le disent. Ça aussi, c'est de la chronologie. Pourquoi serait-elle moins importante que cette date de mars 1956 où Bourguiba proclame l'indépendance de la Tunisie? Les deux sont importants. Vous voyez? Donc la chronologie n'est pas quelque chose qu'on amène sur lequel doivent se greffer des connaissances. La chronologie est aussi quelque chose qui, à mon avis, doit se construire. Par ailleurs, faire admettre aussi aux élèves, ça j'y crois pas, hein, là on rentre dans le domaine de l'utopie, hein, de l'horizon d'attente, faire admettre aux élèves que l'histoire est, comme le disait Arlette Farr, je reprends cette formule, intempestive, ironique, saccadée, disruptive. Alors, tout simplement faire admettre qu'il n'y a pas de causalité linéaire. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de causalité linéaire. On ne peut pas dire, même aujourd'hui, un être sensé ne dit pas s'il se passe ça en Libye, c'est parce qu'il s'est passé ça avant, hein, telle date en plus. Hein, vous avez des programmes qui disent voilà, hein, donc telle date ça, donc telle date ça. Le déroulement du temps, la construction d'un événement ne se fait pas du tout selon ces logiques-là. Bon. Donc la construction d'un événement se fait selon des logiques qui sont multicausales. Et même cet événement, parfois, aurait pu ne pas avoir lieu. C'est intéressant aussi de travailler là-dessus avec des élèves, sur ce qui aurait pu avoir lieu, plutôt que toujours de ce qui a eu lieu. Donc parfois, l'événement aurait pu ne pas avoir lieu. Et ça aussi, c'est une connaissance historique importante, de savoir pourquoi il aurait pu avoir lieu et pourquoi il n'a pas eu lieu. Et donc, si on rompt avec cette trame linéaire, ce récit qui amène forcément nos élèves, vous savez, on dit beaucoup, il faut travailler sur les causes, le déroulement, les conséquences. Alors on a des élèves, ils écrivent alors les causes, le déroulement et la conséquence. C'est formidable. Je veux dire, sur le plan historique, c'est évidemment toujours complètement faux, complètement simpliste, simplifié, c'est normal, ils ne peuvent pas faire autrement, mais l'appel au récit tel qu'il est fait dans l'espace scolaire, l'appel au récit scolaire de l'histoire est un appel à la linéarité, à la simplification, à la causalité, comme ça, qui va de soi. Et je crois qu'il faut admettre que parfois il y a certains événements, certaines manières de raconter le passé qui ne peuvent pas passer par le récit linéaire. Voilà. Et donc je pense qu'il faut inventer d'autres récits. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore réussi à faire. Dernière chose, il faut sortir au niveau des finalités de l'enseignement de l'histoire, sortir de tout ce dont on nous affuble aujourd'hui et que j'appelle, moi, la vocation thaumaturgique de l'enseignement de l'histoire. Vous savez, nous, les professeurs d'histoire, nous soignons tous les maux de la société. Quand il y a du racisme, il faut qu'on soigne le racisme. Quand il y a de l'intolérance religieuse, souvent c'est lié, il faut qu'on soigne ça. Lorsqu'il y a des débats dans la société sur le genre, etc., alors là, c'est pas que nous, mais il faut qu'on s'en occupe aussi. Il y a un moment où, si vous voulez, on nous charge véritablement quand même d'une forme un petit peu de mission œcuménique. Hein. Faisons société, vivons ensemble, le vivre ensemble, de cette mission œcuménique. Évidemment, ça veut dire que, du coup, on nous dépossède aussi de notre liberté de légitimer le conflit, tout simplement. Légitimer le conflit, ça ne veut pas dire « ah, c'est bien le racisme, etc. » Bien évidemment. Mais c'est de dire quand même qu'il n'y a aucune raison pour que la démocratie fonctionne sur des logiques œcuméniques. La démocratie fonctionne sur les vertus du débat, sur les vertus de la controverse, sur les vertus éventuellement du conflit, du rapport de force et des luttes politiques. Voilà. Et rendre ça légitime me semble aussi quand même une mission du professeur d'histoire beaucoup plus importante que celle d'agir comme des pasteurs du vivre ensemble. Voilà. Ben, je suis obligée de m'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Je suis désolée, j'étais un petit peu trop
longue, mais je peux répondre à toutes vos demandes d'éclairage. Merci Voilà, beaucoup. Le débat est ouvert. Merci Laurence. Tout de suite. Vas-y. Oui. Je voulais revenir sur la formulation l'histoire à quoi bon. Oui, si chaque intervenant peut se présenter. D'accord, oui. Azedine, parent d'élève. Je veux simplement revenir sur la formulation l'histoire à quoi bon. Moi je comprends maintenant qu'un historien se pose cette question, une enseignante ou un homme public de tête, mais en tout cas chez les familles, ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas du tout. Parce que ça fait appel à un certain imaginaire bien enrichi. Hein, ça peut être au niveau régional, au niveau quartier, tout ce qu'on veut. Et les familles, qu'est-ce qu'ils entendent par histoire? C'est aussi culture générale. Connaître. Au-delà de quoi que ça soit. Et moi, la question que je me pose, vous l'avez bien décrit, l'histoire est liée aussi aux événements actuels. Quoi. Vous l'avez dit avec le roman, vous l'avez dit avec des tas de trucs. Ça veut dire que c'est l'actualité qui décide, ou les hommes, ou l'instant, la construction, qui décide quelle orientation va prendre l'histoire. En gros, hein, maintenant, je crois qu'on est dans un autre monde. Avec la globalisation, avec les frontières ouvertes, etc. Je crois que d'ici quelques temps, il n'y aura plus une histoire singulière par pays. Il me semble, je suis sûr que je me trompe. Alors là, ce que je reviens, je voudrais aussi poser une question. La morale laïque, c'est vous qui avez la vérité. Sur la morale laïque, ce qui se profilait au départ, c'était plutôt les professeurs de philosophie. Je ne sais pas si Monsieur Peillon, dans ses nouvelles missions de député européen, va maintenir ce projet de morale laïque. En tout cas, on n'en entend plus trop parler là, depuis quelques semaines, ou peut-être que je n'ai pas suivi. Mais il n'est pas impossible qu'on en hérite, oui. D'autres interventions? Allez-y. C'est une question... Vous vous présentez, s'il vous plaît. Pardon, j'ai été professeur d'histoire. Vous avez évoqué cette enquête européenne... Des questions, ah, pardon, tu d'accord. réponds coup par coup. Ben, je ne sais pas, comme vous voulez. Ça dépend, s'il y a une cohérence des questions, on peut peut-être regrouper un petit peu, et puis... Non? Je peux peut-être juste répondre à celle-ci. Alors, ce n'est pas une enquête européenne. Il y a la France, il y a la Corse. On l'a fait exprès, évidemment, d'avoir aussi des identités régionales fortes. Donc, on a la Corse, on a la Réunion, l'île de la Réunion. Bah, ça, on s'est dit que si on pouvait voyager un petit peu, non, c'est pas vrai, ceux qui voyagent. Donc, on a l'île de la Réunion, on a Maurice, l'île Maurice. On a fait aussi, comme d'habitude, hein, les projets, c'est toujours avec les forces disponibles. La Catalogne et le Québec. Et la Suisse.
Et la Suisse, et la Suisse, et la Suisse. Non, 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 la Catalogne, en Espagne. En Espagne. En Espagne, oui. Et la Suisse, oui. Alors, en fait, c'est en Suisse que c'est le pire. En Suisse, Suisse romande, hein. C'est là que c'est le pire, parce que, alors là, notre collègue, peut-être certains le connaissent, c'est Charles Imbert, qui est un didacticien de l'histoire. Alors lui, il est vraiment désespéré, parce qu'alors, dans les récits suisses, il n'y a quasiment aucune connaissance historique. Ce n'est que de la mythologie nationale. C'est la marmite, là, la fameuse histoire de la marmite, et puis Guillaume Tell. Alors, et du coup, c'est vachement intéressant parce que vous savez que les curricula suisses sont pour le coup formulés justement en termes de compétences, etc. C'est pas du tout, c'est vraiment la logique curriculaire pour le coup au sens où certains l'entendent. Et donc là ça les titille évidemment parce que là pour le coup il y a vraiment quasiment zéro connaissance historique qui sont passées. Maintenant, sur ce que vous dites, c'est vrai. Bien sûr, on y a pensé parce qu'on l'a formulé dans tous les sens, cette question, de savoir comment on allait la formuler. On a essayé plein de choses avant aussi. Depuis 2 ans, on essaye d'autres questions. Mais en fait, ça donne un peu la même chose, quoi. Alors, en revanche, on leur avait donné la possibilité de faire simplement des listes, pas forcément de faire un texte. Donc, de faire des listes, de faire des dessins aussi, des choses comme ça. Alors, ce qui ressort aussi quand même, qui est assez intéressant, parce que là, je donne une vision un peu catastrophiste des choses, mais ce n'est pas des récits qui sont inintéressants. Au-delà donc, de tous les poncifs qui véhiculent, il y a quand même du raisonnement historique derrière. Il y a quand même, un rapport aux politiques aussi, par exemple. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée. Vous savez, si vous avez été prof d'histoire, vous savez que depuis quelque temps, on enseigne la Révolution française en insistant vachement sur l'histoire des idées. En gros, si on suit les programmes, c'est les philosophies des Lumières qui ont provoqué la Révolution. On ne sait pas bien où est le peuple dans toute cette histoire, mais ça commence en Angleterre, ensuite ça part aux États-Unis, ça arrive via la philosophie des Lumières et pouf, ça éclate en France parce que, comme tout le monde le sait, tout le monde lisait les philosophes des Lumières. Donc il y a aussi ce côté histoire des idées, etc. Eh bien, dans les récits d'élèves, la Révolution française, c'est les hommes et les femmes qui meurent de faim et qui partent à l'assaut de la Bastille, etc. Alors, bien sûr, il y a quand même les profs là-dedans, attention, c'est pas que des effets de programme. Mais je vais être volontairement caricatural, mais la mainmise de Furet sur l'historiographie de la Révolution française n'a pas étouffé Soboul dans la tête de nos élèves. C'est-à-dire qu'il y a quand même des origines sociales, mais parce qu'en fait, ça va de soi. C'est logique. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans le récit et qui relèvent aussi quand même d'une forme de raisonnement historique. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout dans un discours décliniste. Je m'interroge sur... En fait, ce qui m'interroge et ce qui peut-être tous nous réunir ici, quelles que soient les disciplines que vous enseignez ou que vous suivez en tant que parent ou en tant que citoyen lambda, c'est que quelle est la place de l'école comme canal de diffusion du savoir? C'est ça la question fondamentale. Voilà. Avec toute cette concurrence aujourd'hui d'autres canaux, bien ou pas bien, peu importe. Mais je pense qu'il faut que l'on réussisse ensemble à circonscrire cette place de l'école. Voilà. Parce que sinon, effectivement, l'école, là, c'est plus l'histoire à quoi bon, c'est l'école à quoi bon, si on ne répond pas nous-mêmes à cette question. À qui ? Allez, vas-y. Gérard Gross, professeur de sciences économiques et sociales. J'aurais aimé qu'on dise un petit peu plus sur la question de la finalité émancipatrice et du développement du sens critique, l'esprit critique. Est-ce que c'est exactement la même chose? Je ne sais pas, mais ça vaut peut-être le coup d'être un peu approfondi. Et puis, j'ai bien entendu ce que tu avançais comme souhait, comme projet, comme piste. Je comprends bien en quoi ça peut aller dans ce sens-là, mais en attendant ce bouleversement, je dirais, à venir peut-être des programmes, quels sont peut-être plus prosaïquement, dans l'enseignement tel qu'il se fait, qu'est-ce qui se transmet de l'esprit critique, qu'est-ce qui se transmet de
l'émancipation, etc. Enfin, par quel outil, par quel moyen, un peu plus concrètement, dans le concret de l'enseignement. Il y avait une autre... Oui. Moi, je vois, simple citoyen, je vois en 2004, sur l'idée du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, nous avons fait un livre sur la résistance en Seine-Saint-Denis, où on reprenait toutes les plaques des rues, et on faisait la biographie des résistants, et ça s'est trouvé que le Conseil général, tellement c'était bien, il l'a mis dans tous les collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis. C'était avec les amis du musée de la Résistance qu'on avait fait ça, en 2004, et ça a servi de livre de référence pour les élèves. La formation, oui. C'est vrai, je témoigne. D'autres autour du même questionnement, là, sur l'esprit critique et l'émancipation, je pense. Il n'y a peut-être pas que l'histoire qui soit... Justement. Alain, tu te présentes? Alain Becker, enseignant, retraité. Vous avez proposé une piste sur la chronologie. Vous avez dit qu'il n'est pas question de renvoyer ça... Il faut s'en occuper autrement. Pour rebondir sur la question de la critique et de l'émancipation, est-ce qu'on ne peut pas procéder de la même manière? C'est-à-dire, en gros, une approche didactique des questions, et donc de trouver le mot équivalent à datation qui permettrait de mettre les élèves dans le coup de la construction de quelque chose qui leur appartient un peu. Oui, vas-y. Faire directeur de recherche au CNRS, on parle que de l'époque qu'on voit un peu partout. On continue ou tu veux là, j'en ai déjà pas mal, du coup. T'en as pas mal. Hein, ouais. Tu veux? Je me rends compte que je ne vous ai pas répondu, tour, monsieur. Enfin, vous ne m'avez pas posé de questions, mais juste pour rebondir sur les remarques que vous aviez faites, sur le fait que les frontières s'ouvrent. Enfin, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, qu'effectivement, nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé et que quoi qu'il arrive, je suis d'accord avec vous, il faut admettre que les échelles de référence des élèves ne peuvent plus être uniquement l'Hexagone, en tout cas pour ce qui concerne, pour ce qui concerne la France. C'est sans doute ce qui explique le fait que ça vous semble quelque chose qui va de soi. C'est sans doute ce qui explique que c'est un problème extrêmement sensible aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire et ce qui explique la virulence de ceux qui militent pour le retour, soi-disant, de l'histoire nationale, de l'histoire de France, etc. Et là, on est vraiment en prise avec des débats politiques contemporains autour de la question du soi-disant malaise identitaire des Français qui perdent leurs repères, de l'immigration qui s'intègre ou pas à la République, etc. On est vraiment en prise avec des débats contemporains et nous, en tant que professeurs d'histoire, on est complètement pris dans ce genre de débat politique. Donc la tension nationale, transnationale, elle est extrêmement vive en ce moment dans le monde des professeurs d'histoire-géographie. Et j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un des responsables de l'association des professeurs d'histoire-géographie, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, on n'est jamais d'accord avec eux. Et il disait que, je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous n'osez pas aborder la question de la place du national dans les programmes ? Nous, dans notre collectif, on a fait une journée qui s'appelait « Bousculer le national ». Donc on leur demandait pourquoi est-ce que vous n'osez pas questionner le national. Et il m'a répondu, si on questionne le national dans l'association explose. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'il le fasse, mais si vraiment c'est vrai. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment une question qui est très très sensible, cette question de la place du national. Elle est sensible dans les programmes parce qu'elle est sensible dans la société. Voilà. Aujourd'hui, ça traverse, et encore une fois, c'est pas un clivage droite-gauche, ça. C'est vraiment un rapport aux politiques, mais qui transcende tous les clivages. Donc je voulais vous répondre là-dessus, et je suis contente que pour vous, ça aille de soi, que voilà, ces frontières-là... Vous posiez un deuxième problème qui est fondamental, qui est celui des parents, et vous disiez, nous, les parents, on ne se pose pas la question de « à quoi bon ?» Et ça, en effet, je pense que c'est un vrai problème. Le fait que
qui est souvent cette absence de dialogue entre l'espace scolaire et l'espace familial, et qui fait que les familles se posent pas toujours, rarement, et en tout cas sont pas forcément incitées à se poser la question du à quoi bon, quelles que soient les disciplines d'ailleurs. Et peut-être que là, il y aurait aussi un travail intéressant à faire, qui nous aiderait, nous sans doute aussi, à mettre des mots sur ces finalités. Parce qu'on touche aussi à un autre problème, c'est que ça semble évident. Pourquoi vous enseignez, à quoi ça sert d'enseigner les sciences économiques et sociales, à quoi ça sert d'enseigner l'histoire. Mais même quand vous demandez à un professeur d'histoire à quoi ça sert d'enseigner l'histoire, 9 fois sur 10, il vous répond « ça sert à comprendre le monde dans lequel on vit ». Ouais, d'accord. Alors, et les maths, et les SES, mais oui, mais parce que, en même temps, c'est pas qu'il ne sache pas à quoi ça sert. Ce qu'il fait, c'est juste qu'il y a des questions qui parfois paraissent tellement évidentes qu'on ne prend pas le temps de mettre des mots sur les réponses. Mais en fait, quand on prend du temps pour mettre des mots sur les réponses, notamment chercher des nouveaux mots, comme vous disiez, monsieur, pour le besoin de datation, ben, chercher des nouveaux mots, c'est compliqué. Et mettre des mots, justement, sur ce qui semble aller de soi, c'est très, très compliqué. Et donc, le « à quoi bon », c'est vraiment pas du tout une question anodine, quoi. Et de même que les professeurs de sciences éco s'indignent à juste titre lorsqu'on leur dit que ça sert à comprendre le monde de l'entreprise, ben oui, ben non, voilà, ça sert pas que à ça, heureusement. L'esprit critique. Alors, pour répondre à ta question, Gérard, cet été, je discutais juste au moment du bac, j'étais en dialogue avec des élèves de terminale, et il y en a un qui me dit, moi je suis à Nanterre, hein, donc je suis dans un lycée très très populaire, et il y en a un qui me dit, mais qui je suis moi pour critiquer? Et du coup j'ai écrit un article qui s'appelle « Qui suis-je pour critiquer ?» Parce que je me suis dit, mais là, effectivement, il y a un truc à traiter qui est absolument fondamental. Qui suis-je pour critiquer? Donc l'article, j'ai mis la référence, il est en référence à mon article là. C'est une question que je m'étais vraiment, pas vraiment posée avant. Alors, je sentais bien que l'esprit critique, c'était une tarte à la crème des programmes, parce qu'on nous sert de l'esprit critique partout. Il faut de l'esprit critique. Alors ça, c'est une autre réponse. À quoi ça sert l'enseignement de l'histoire? À acquérir l'esprit critique. Voilà. Et toutes les disciplines, pareil, l'esprit critique. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose là. Et j'avais aussi bien vu chez mes élèves que ça allait vraiment pas de soi, parce qu'il y a une nouvelle épreuve du bac qui est apparue l'année dernière et qui s'intitule « Étude critique de documents ». Avant, ça s'appelait « Étude de documents ». Mais étude critique, là, ça devient tout de suite un enjeu beaucoup plus lourd. Et évidemment, nous, les profs, ça nous titille, ce critique-là. Donc, évidemment, on en rajoute. Attention, il faut que ce soit critique. Mais les gamins, ils ne savent pas ce que c'est, critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, critique, pour un élève de terminale, donc qui est quand même censé avoir terminé sa scolarité? La critique, c'est dire, je vais vous dire pourquoi c'est faux. Ou je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. Donc, la critique, c'est d'aller débusquer le non-dit. Alors ça, ils adorent, les élèves. Hein, on leur met une affiche de propagande. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit, avec l'affiche de propagande, je travaille l'esprit critique. Hein, donc on leur met une affiche de propagande et eux, ils vont débusquer ce qui n'est pas dit. Hein. Bon. Mais alors évidemment, ça fait partie d'un travail critique, ça. Sauf que c'est pas ça, c'est pas que ça l'esprit critique. Hein. C'est pas aller débusquer le non-dit, c'est pas dire ça c'est faux. Et comme moi, mes élèves étaient, pour certains, vraiment intériorisé ça, que c'était aller saisir dans le document ce qui n'était pas si vrai que ça, etc., eh bien, ils avaient intériorisé leur illégitimité à pouvoir le faire. Parce que qui je suis, moi, pour aller dire que Khrouchtchev a tort? Tu vois? Et du coup, là, je trouve qu'il s'est joué quelque chose de très, très important à deux entrées, je dirais. Sur une entrée plus générale, je me suis posé la question de l'inadéquation entre l'intention critique et la réalité des programmes d'histoire. Voilà. J'ai essayé de montrer dans cet article que les programmes d'histoire tels qu'ils sont écrits et les pratiques induites par ces programmes empêchent de toute façon l'acquisition de l'esprit critique. Ça, c'est la première partie de mon article. Et la deuxième partie de mon article, c'est de montrer que ce phénomène de différenciation est encore plus fort dans les quartiers populaires.
Parce qu'il y a aussi cette intériorisation de dire qui suis-je pour critiquer. Voilà. Et donc, tu verras, j'ai mis plein d'exemples parce que du coup, j'ai fait une enquête par mail avec mes anciens élèves. Et donc, je leur ai demandé ce que c'était l'étude critique, l'esprit critique, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plupart vont se réfugier derrière la méthode, la fameuse méthode. La méthode de l'étude critique qu'on leur donne clé en main pour le jour du bac. Et donc, il y en a qui disent, mais ça y est, j'ai compris ce que c'est en fait l'étude critique. En fait, c'est un peu de composition, un peu de commentaire de document, on cite le document, on apporte des connaissances personnelles, méthode. Voilà. Mais en réalité, pas du tout de questionnement sur, oui, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à un moment donné de soulever les enjeux d'un document. Soulever les enjeux, pas simplement aller débusquer le non-dit. Donc j'ai essayé d'écrire un petit peu là-dessus, et en particulier de le mettre en relation avec ce que je n'ai pas encore eu le temps de travailler, mais ce qui existe dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle la pédagogie de l'inconfort. Et la pédagogie de l'inconfort, me semble-t-il, mais là j'ai juste quelques pistes, la pédagogie de l'inconfort, c'est ce qui consiste à faire jaillir du doute. Et c'est en réalité, voilà, c'est la pratique pédagogique qui, à mon avis, essentielle justement pour acquérir la posture critique, c'est de rendre légitime le doute. Alors là, s'il y a bien une discipline, en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous, en histoire, s'il y a bien quelque chose qu'on balaye d'un revers dans la main, c'est le doute. Voilà. Nous, on est vraiment dans le vrai, quoi. Donc, voilà, pédagogie de l'inconfort. Mais tout ça est encore en friche. Mais l'article va être publié, et puis là, il est peut-être en ligne. Sinon, je pourrais l'envoyer. Trouver les mots, besoin de datation. On essaye, nous, dans notre collectif Aggiornamento, de trouver des mots. C'est difficile de trouver des mots. Par exemple, on essaie de trouver un mot pour remplacer repère. Les fameux repères du brevet qu'il faut connaître par cœur, etc. On n'y arrive pas. Mais je vous le donne, je vous le donne à réfléchir, mais c'est comme trouver un mot pour remplacer socle, vous savez, dans socle commun. Parce que bon, dans socle, on n'est pas tous d'accord là-dessus, je sais, mais il y a quelque chose quand même d'un petit peu, oppressant, le socle. Et donc, on essaye. Alors, je sais bien qu'il y en a qui ont trouvé le tremplin, mais bon, le tremplin commun, c'est pas... Et donc... c'est un peu casse-gueule, voilà. Donc, mais la question de poser les mots, la question des mots, elle est essentielle, ça c'est sûr. Et tiens, sur l'esprit critique, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Du coup, j'ai fait un recensement du nombre d'occurrences critiques dans les programmes actuels, toutes matières confondues. J'ai mis les tableaux dans l'article. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas en histoire que c'est le plus, C'est pas non plus en sciences éco. On a pas mal dans les sciences. C'est dans les matières, c'est dans les matières scientifiques, vous verrez. Mais en tout cas, c'est à toutes les sauces. Et puis dans les matières artistiques aussi. C'est vraiment un programme sans critique, n'est pas un programme. Et là, il y a vraiment, pour le coup, un paradoxe à interroger, parce que dans l'écriture actuelle ultra directive des programmes, on est dans un empêchement complet justement d'exercer. Donc on est dans de l'injonction paradoxale, la typique, qui fabrique, à mon avis, aussi de la souffrance au travail pour faire le lien avec la question du travail. Sur la question de l'histoire à la télévision, ou vous posez en fait la question de la vulgarisation scientifique. Elle est fondamentale, cette question. Quand vous dites les documents océanographiques sont une calamité, vous posez exactement cette question-là. Alors, à mon avis, il y a deux choses. Ça soulève plusieurs questions. La première, c'est que il y a sans doute des rapprochements à faire entre les savoirs scolaires et la vulgarisation. Il faut peut-être qu'on travaille ça aussi. Et qu'on le travaille non pas justement sous l'angle de savoir scolaire, c'est la simplification des savoirs académiques. On sait bien aujourd'hui que ce n'est pas la simplification. Mais en tout cas, c'est peut-être bien une vulgarisation au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de cette logique un petit peu de l'élémentation du savoir, ce qu'on doit vraiment connaître comme noyau pour donner l'envie d'en savoir plus. Il ne faut pas que le noyau, évidemment, soit lui-même déjà totalement périmé de l'intérieur, si j'ose dire. Donc on a sans doute
effectivement des connexions importantes à travailler entre la vulgarisation et la scolarisation d'un savoir académique. Mais ça pose une autre question, c'est que où sont les historiens universitaires? C'est à eux aussi de prendre une place et de ne pas forcément la laisser prendre à d'autres. C'est aussi la responsabilité des scientifiques de faire de la vulgarisation. Ils sont plutôt bien placés normalement pour le faire. Or, on a très peu d'historiens qui, par exemple, acceptent de pondre un ouvrage qui soit un ouvrage de bonne vulgarisation de leurs travaux, qui ne sera pas un faire-valoir dans un CV, qui ne sera pas valorisant au niveau de l'AERS, qui ne leur servira à rien du point de vue de leur carrière et qui donc ne posera que la question de leur responsabilité sociale. Nous, chez les historiens, c'est une question qui ne fait pas consensus, ça. Hein. Beaucoup préfèrent la tour d'ivoire à la société. Hein. Donc là aussi, je veux dire, oui, il y a de la mauvaise vulgarisation, mais il y a une place à prendre. En tout cas, il y avait une place à ne pas laisser. On est laissé complètement... Enfin, on s'indigne des succès réels éditoriaux d'un Dimitri Casali, d'un Laurent Deutsch, d'un Jean Sevilla, etc., qui écrivent des ouvrages particulièrement, à mon avis, dangereux politiquement. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de contre-propositions en face. Donc ça aussi, c'est une question. Alors moi, je ne suis pas partisane de dire qu'il y ait d'autres canaux de diffusion de savoir, c'est pas bien. Il y en a toujours eu, il y en a peut-être plus aujourd'hui, mais dans les cultures orales, il y a de la tradition qui se transmettait, etc. La question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quel discours, nous, l'école, on porte, qui soit suffisamment légitime et différent pour ne pas entrer en concurrence avec ces autres canaux de diffusion du savoir, mais pour juste être à côté, un pas de côté, autre chose dans l'apprentissage de l'être adulte. Mais c'est compliqué, ça aussi, encore une fois. Mais on ne va pas supprimer la télé, on ne va pas supprimer Internet. Chez nos élèves, le pire, en tout cas le plus utilisé, c'est les jeux vidéo. On a énormément de jeux vidéo qui transmettent des connaissances historiques. Ce sont des connaissances historiques. Dans notre jargon, on appelle ça des savoirs sociaux. C'est du sens commun, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quand même des connaissances historiques. Acceptons de partir de ça aussi, pourquoi pas? Travaillons-les. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre en concurrence. On est forcément perdant. Hein. Je veux dire, un prof, par rapport à un jeu vidéo ou par rapport à Laurent Deutsch, je veux dire, on est d'un ringard. Donc, de toute façon, on sera perdant dans la concurrence. Donc, je pense qu'il faut être dans une autre sphère, en fait, dans un autre monde. Mais bon, il faut l'inventer, et ça, c'est... Ce que je voulais dire, parce que vous parliez de la Révolution française, Marie-Antoinette, par exemple, elle fait partie du panthéon des élèves de l'enquête de l'IFE. Marie-Antoinette, elle est très, très présente. C'est une des rares femmes présentes dans le panthéon des élèves avec Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc n'est pas tant que ça. Alors, je ne pense pas qu'on explique ça par une sorte de révisionnisme, etc., parce qu'elle n'est pas présente en tant que... pas présente vraiment en tant qu'actrice de l'histoire. Elle est présente en tant qu'actrice d'un événement dramatique. Et nos élèves adorent la charge dramatique. Et donc, quand ils écrivent leur récit, il faut qu'ils mettent de la charge dramatique. Et s'il y a bien un événement qui est chargé dramatiquement dans la Révolution française, c'est la fuite de Varennes. Alors ça, nos élèves, ils adorent la fuite de Varennes. Ça, c'est plus encore que le 14 juillet. Et ça rejoint, je crois, je mets tout en connexion, mais ça rejoint la boîte noire de la classe. Ce qu'on sait le moins, ce que font les profs, qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on ne sait quasiment pas. Les enquêtes sont trop rares. La didactique en France est tellement galvaudée qu'en plus, dès qu'il y a des enquêtes didactiques qui sont faites, et il en existe, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui ne sont pas aussi, il y en a qui sont dures à lire, il y en a d'autres qui sont un peu plus faciles. On a des enquêtes qui existent, mais les professeurs ne les lisent pas. Et donc, il y a quand même cette idée aussi encore que, après tout, moins on en sait, mieux c'est.
moi je crois, en tout cas pour les rares enquêtes qui existent, des pratiques de classe des profs d'histoire, que parmi parmi les outils privilégiés, il y a ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire qu'il y a la charge dramatique. On adore leur raconter des histoires. Et donc, quand on enseigne la Révolution française, évidemment, on mime la fuite de Varennes. Parce qu'on sait très bien, quand on va faire la Révolution française avec eux, d'abord, ils vont faire « Encore la Révolution ?» Ça aussi, c'est important. Donc, on se dit « Oh là là !» Parce que quand on est un prof un peu engagé, quand même, c'est terrible, un gamin qui fait « Oh, encore la Révolution !» Donc, on se dit « Allez, on va les emmener quand même dans l'intrigue de la Révolution. » Et donc, nous, on met en intrigue aussi, dans notre pratique de prof. Notre pratique de prof, c'est pas le manuel scolaire, évidemment. C'est pas prenez le manuel, lisez le récit du manuel, lisez les documents. Donc on met en intrigue, voilà, parce qu'on aime ça aussi. Et puis c'est vrai que ça les tient. Je suis pas sûre que ce soit très efficace du point de vue de l'esprit critique, mais peu importe, c'est efficace de se faire plaisir aussi, voilà. Et du coup, on induit aussi l'idée que dans le récit scolaire de l'histoire, il y a de l'intrigue forcément. Mais il y a des récits historiques dans lesquels il n'y a pas forcément d'intrigue. En tout cas, on peut se poser la question. Voilà. Mais évidemment, c'est peut-être moins... Donc, tout ça pour dire que oui, entre les prescriptions... Bon, ça, on le sait bien, hein, mais entre les prescriptions et la réalité de ce qui se fait dans les cours, il y a évidemment un monde. Ça ne veut pas toujours dire que c'est mieux ce qui se fait dans les cours. Il y a énormément, à mon avis, de processus d'empêchement aujourd'hui qui font que dans les cours, il y a aussi quand même de réelles difficultés à pouvoir véritablement faire de l'histoire et qui sont dues à des logiques prescriptives. Donc, s'il y a aussi une priorité dont je n'ai pas parlé, c'est la liberté, mais même, vous voyez, la liberté pédagogique, c'est encore un mot galvaudé. La liberté pédagogique, on la met à toutes les sauces. Donc, trouvons un autre mot. Donc, c'est la créativité pédagogique. Voilà. Ça, c'est absolument pas reconnu comme légitime par l'institution. Et ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai retrouvé des instructions officielles d'inspecteurs généraux, on est dans les années 50, qui demandent à ce qu'on laisse la liberté aux enseignants d'interpréter le programme. La seule condition, c'est que les enseignants justifient, le jour d'une inspection, leur interprétation du programme. Quand on sait aujourd'hui comment se passe une inspection, c'est sûr qu'on en est particulièrement loin. Hein? Est-ce que j'ai répondu à tout? On va voir, on va leur demander. Ouais. Qui souhaite, vas-y. Puis après, Jean-Pierre et Laurent. Oui, je m'appelle Christian Berthier. J'ai une expérience sur des chantiers dans des usines, un peu dans le monde. Et on a toujours beaucoup discuté de l'histoire des gens qui étaient là-bas, qui étaient de tous les niveaux. Donc moi, je vais dire tout de suite ce que j'attends d'un enseignement de l'histoire, c'est que les gens, à tout âge, sachent d'où ils viennent. D'où ils viennent. Et évidemment, ça ne m'étonne vraiment pas du tout que l'histoire, quand on demande à tous les gens qui ont vécu en France, qui ont reçu un don d'enseignement, plus ou moins directement, on ait bien le type de réponse avec la Révolution, Charlemagne, ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'il y a géographiquement une constitution sur un territoire avec des gens qui se sont cohabités pendant un certain temps. Et du côté suisse, avec des Suisses, j'ai évidemment vu que eux, ils étaient tous nés à Guillaume Tell. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des villages dans une vallée, c'était content. Ils ne voyaient pas les commerçants qui leur amenaient des choses, etc. Ils vivaient là. Bon, si on leur demandait, peut-être dans 20 ans, ils diraient on était des banques, mais pour l'instant, c'était leur vie. Ce qui veut dire que même si on leur a appris à un certain moment en Suisse, il faut plutôt bien voir les Allemands, plutôt les Italiens, bien les Français, ça ne pesait pas sur le vécu familial de la vie, des gens, etc. Et il y a un poids énorme, j'allais dire, de la notion de peuple. Alors, il y a plusieurs manières, et c'est un poids vraiment énorme. Et ce poids résiste
imparfaitement, mais quand même, au bombardement médiatique. Et on le voit quand on... Tout de suite, peut-être. Oui, c'est pas dans CD. Si, je peux. Attends, ouais. Laurent, tu veux intervenir tout de suite? C'est dans la continuité ou bien... Bon, alors, vas-y maintenant. Donc, Laurent Pagerman, historien, et dans le lycée où j'enseigne, chaque année, je commence en expliquant. Je te passe la parole, mais je voulais ajouter deux petites questions qui vont dans le même ordre. Voilà. Il est venu tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, la question de la légitimité de l'enseignement de l'histoire à l'école par rapport aux autres sources de l'histoire auxquelles l'élève a accès, les médias, etc. Donc, ça, c'est une question, la légitimité de l'enseignement à l'école. Ça rejoint la question que pose Jean-Pierre Terrail aussi, ce que tu dis aussi, enfin bref, voilà. Tu as dit autre chose qui, moi, m'interpelle parce que tu l'as dit 2 fois, dans mon souvenir en tout cas, c'est que les programmes d'histoire tels qu'ils sont conçus, ils empêchent de penser. Tu l'as dit 2 fois. Puis je m'aperçois que j'ai oublié de te donner la parole alors que je l'avais demandé longtemps avant. C'est pas bien grave, non, mais c'était juste des questions très ponctuelles, donc c'est un peu... je vais revenir. Tu reviendras après? Laurent, peut-être, oui. On a jusqu'à 9h. Hein, on dit ça? Jusqu'à 9h, ça va, ça convient à tout le monde? Ça nous donne encore un peu plus d'une demi-heure, c'est bon. Alors, vas-y. Alors, s'il y a bien une urgence, en effet, on est absolument d'accord sur la mise en cohérence de la confection des curricula entre les cycles. Ça, c'est fondamental. Pour prendre l'exemple du programme de l'école primaire, mais bon, vous savez bien qu'en 2008, parce que ça a touché toutes les disciplines, en 2008, un nouveau programme a été pondu en l'espace de quelques semaines par une commission totalement occulte, improvisée, dont on a difficilement réussi à savoir les membres, etc. Un truc sans aucune évaluation préalable des programmes de 2002, enfin vraiment pour le coup une logique de putsch complète sur les programmes de l'école primaire. Et lorsque les programmes ensuite de collège et puis enfin de lycée ont commencé à être construits, il n'y avait aucune préoccupation de ce qui venait d'être fait à l'école primaire. Et on n'a aucun membre des commissions d'école primaire qui sont dans les commissions de collège, de la même manière qu'on n'a aucun membre des commissions de collège qui sont dans les commissions de lycée. Donc déjà réclamer, s'il faut être pragmatique, déjà ne serait-ce que réclamer le fait qu'il y ait des professeurs de collège dans les confections du programme de lycée, des professeurs de lycée dans les confections de programme de collège, des professeurs de collège dans les confections de programme de primaire, enfin voilà, qu'il y ait une sorte de panachage d'un petit peu tout ça, ça me semble vraiment pour le coup hyper urgent. Après, c'est pas qu'une question de commission, c'est effectivement une mise en cohérence des contenus. Et là-dessus, on est dans le brouhaha le plus complet, avec des grosses questions qui se posent. Par exemple, là, on est dans une logique de revoir systématiquement, en primaire, de faire un premier tour comment on dit, excusez-moi, je commence à fatiguer un peu. Premier tour d'horizon de l'histoire de l'humanité des origines à nos jours. Et puis, en collège, on repart de l'Antiquité, on arrive à nos jours. Et puis au lycée, quoi qu'on en dise, même s'il y a du faux thématique, on repart en seconde de l'Antiquité, et boum, on arrive en nos jours. Je veux dire qu'à un moment donné, en lycée, quand en seconde, on dit à nos élèves, on va faire la révolution et qu'ils fassent... On peut comprendre, quoi. Je veux dire, là, il y a vraiment quelque chose... Bon... donc oui, il faut l'interroger de façon assez urgente. Sur le second point que tu as soulevé, Jean-Pierre, alors évidemment, c'est des questions, c'est difficile de faire un jeu de questions-réponses là-dessus, parce que c'est des questions qui sont énormes. Je sais qu'on a un petit désaccord là-dessus, parce que je l'ai lu, j'ai fait travailler mes étudiants aussi dessus, sur le programme du GRDF, je vous lis depuis longtemps. Donc je sais qu'on a un petit désaccord là-dessus, enfin un désaccord, en tout cas quelque chose qu'il faut qu'on clarifie là-dessus. Et je pense peut-être que nous pourrions faire appel au raisonnement géographique par échelle. Du point de vue de l'échelle de l'école elle-même, telle que tu le dis, donc oui, bien sûr, la préoccupation essentielle, c'est l'intelligibilité de l'objet, et on ne devrait pas s'encombrer d'une charge en finalité de cet objet.
C'est un peu comme ça que je peux retranscrire les choses. Autrement dit, ne pas se poser la question finalement du à quoi peut bien servir d'enseigner l'histoire de la traite et de l'esclavage, d'autre que comprendre le phénomène de la traite et de l'esclavage. Et en même temps, si on prend une autre échelle, c'est-à-dire si on prend l'échelle de l'État, on est bien obligé d'admettre aussi qu'à partir du moment où il y a eu un arbitrage sur la question de l'enseignement de la traite et de l'esclavage, il y a eu à la base une intention derrière l'enseignement de cette question. Une intention de la part de, de représentants d'État sur le plan politique. Donc, ce contenu, c'est politiquement chargé. Qu'on le veuille ou non, il s'est politiquement chargé d'une intention, parce qu'on est dans une école d'État. Et parce que le système fonctionne comme ça, puisqu'il y a des décideurs de programme, des prescripteurs, etc. Oui, mais nous, on est là pour casser ça, justement. Alors, on peut être là pour casser ça, on peut être là aussi pour l'interroger, plutôt que de le casser. Mais si on l'interroge, ça veut dire qu'on admet qu'il existe. Et si on admet qu'il existe, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, dans un cours d'histoire. Je ne sais pas si c'est partout pareil dans toutes les autres disciplines, mais dans un cours d'histoire, à mon avis, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. Et justement parce que les débats sociaux pénètrent dans les classes aussi, comme tu le disais. Et je suis d'accord là-dessus. Alors si j'ai fait comprendre que je ne l'étais pas, donc je suis d'accord là-dessus, je pense qu'il faut que ça se fasse. Je ne suis pas du tout pour la sanctuarisation, c'est à la mode de l'école. Donc voilà, je crois qu'on a affaire quand même malgré tout à une logique d'échelle qui fait qu'on ne peut pas se déprendre de la charge en finalité d'un savoir scolaire et une charge, je veux dire, en termes de projection sur l'avenir et pas simplement sur la situation. Donc il y a la situation d'intelligibilité de l'objet et en même temps il y a la préparation de l'intelligibilité de la fonction de l'objet. Je dirais les choses comme ça, mais là j'improvise. Hein. Je suis en roue libre. Mais voilà, je dirais quelque chose autour de ça. Donc je ne suis pas aussi catégorique sur le fait qu'il n'y a que de l'intelligibilité de l'objet en jeu dans une situation de classe. Mais bon, on peut en discuter et Juste un mot. Là, tu dis l'État nous oblige à traiter certains objets. Moi, ce que je dis, c'est pas, je ne porte pas sur la question du choix de l'objet. Moi, j'ai rien contre le fait que l'école et les programmes d'histoire incorporent la question de l'esclavage, de la traite, etc. Simplement, je dis, entre la façon dont la télé traitera cette question et la façon dont l'école traitera cette même question, la différence, c'est que l'école la traitera en tant qu'objet d'intelligibilité, point à la ligne. Et donc, en prenant en charge tout ce que ça suppose. On est absolument d'accord. Je pense que c'est plus compliqué parce que les contraintes de l'institution sont fortes sur certains, notamment jeunes collègues, mais c'est un autre problème. Mais s'il s'agit de se dire prenons toute liberté, toute aisance avec les programmes, 1000 fois oui. C'est pas ça que je dis. Je dis que je ne pense pas que l'on puisse se déprendre de l'idée que la question qui nous est demandé d'être traitée et que l'on va traiter à notre sauce, ou la question même que l'on va choisir nous-mêmes, y compris nous-mêmes, en tant qu'être politisé, dans le sens pas forcément militant, politisé parce qu'on est des acteurs dans une société, je ne pense pas que l'on puisse s'en saisir uniquement comme, pour qu'il y ait l'intelligibilité de l'objet. Je pense que c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne retrouve plus ma formule, j'aurais dû la noter, je la trouvais pas mal. Je pense que c'est important de travailler aussi la question de l'utilité possible, future, de l'objet que nous sommes en train de travailler. Et donc, de ce point de vue-là, on rejoint la question de ses finalités. Oui, mais pas au prix de sacrifier l'intelligibilité. Ah, mais alors, je ne crois pas avoir fait un plaidoyer du sacrifice de l'intelligibilité du tout. Pas du tout. Mais donc, non, mais je ne pense pas qu'on puisse évacuer cette échelle-là dans une logique d'école publique. Je ne crois pas. Mais moi, j'ai le sentiment, il m'a semblé, en lisant ton papier, quand on l'a mis sur le site, là, il m'a semblé que tu privilégies
imaginez peut-être un peu trop cette entrée par rapport à ce qui fait la spécificité de la mission de l'école, c'est-à-dire sur chaque objet possible. C'est pour ça que moi, les discours sur l'ouverture de l'école sur la vie et tout ça me paraissent absolument dénués d'intérêt, parce que tu peux te dire, il s'intéresse au rap, d'accord, mais si l'école prend en charge la question du rap, pour prendre cet exemple que l'on connaît, elle va devoir, parce que c'est l'école, la traiter d'une toute autre façon. Ah oui, on est d'accord, bien sûr. C'est pareil sur les objets d'histoire. Oui, oui. Ça serait bien que d'autres interviennent, y compris sur cette question-là. Il y avait 2 demandes de parole. Alors, je me souviens plus de ton prénom, excuse-moi, puisqu'on se connaît depuis longtemps. Pascal, voilà, le collègue de Seine-Saint-Denis, ex-Seine-Saint-Denis. Pascal, et puis après Alain, vas-y. Conviction d'amateur. Alors, il y avait une question ici, dans le même ordre d'idée, puis après un sujet qui préoccupe quelqu'un, parce que je dis ça parce qu'il est 9h moins le quart, donc une fois que Laurence aura... C'est un peu une conclusion, là, que tu vas faire. Mais oui. Alors, il y a tu vois, alors, je vais reprendre mon grand suffit tas. que je dise ça. Attends, vas-y. Je vais soulager Laurence et je vais faire une brève illustration humoristique. Ma petite fille est en CM2 dans une école parisienne. Et mais est-ce qu'on peut faire jaillir le vrai par la fiction? Mais oui, moi je crois que oui. Moi je crois que oui. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais oui, pardon. J'allais conclure, là. Attention, j'ai une injonction à conclure. Non, pas du tout, non, mais sur les enjeux, sur les enjeux. Une note humoristique pour aller dans le sens. L'un de mes collègues, qui était plus ingénieur maintenant, il est monégasque. Il est Il a été élevé à Monaco. Il est plus ingénieur, il est monégasque. Il a appris à Monaco l'histoire de Monaco. Ouais. Et tout, mais rien sur l'histoire de France. Le roman national a des facettes. Non, juste, de toute façon, on ne va pas résoudre tous ces problèmes-là maintenant. Je pense comme travail à faire aussi à venir, pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre aussi, c'est vrai que mon texte portait davantage sur le processus en amont, parce que c'est aussi plus mon travail, c'est-à-dire sur plus la construction des curricula. Qui fait quoi, pourquoi, à quels enjeux ça répond, etc. Il est évident que si on veut faire un travail vraiment complet pour comprendre ce qui se joue dans l'enseignement de l'histoire, il faut compléter ce que j'ai fait là, c'est-à-dire il faut filer en fait le savoir, quoi. Donc il faut le compléter par l'aval. Que devient le savoir une fois qu'il passe entre les mains du prof, c'est la boîte noire, et une fois que les élèves se l'approprient, c'est la didactique. Ça, c'est pas un texte de didactique. Ce qui manque, c'est la dimension didactique, en fait. Et elle est fondamentale. Alors là-dessus, un des ouvrages de didactique, à mon avis, très, très intéressant, même s'il est un peu dur à lire, c'est un ouvrage de Didier Cariou qui s'appelle, je crois que c'est Le récit scolaire de l'histoire, un truc comme ça. Là, c'est vraiment un compte-rendu d'enquête sur la question de l'intelligibilité de l'histoire par les élèves à travers la pratique du récit écrit. Alors là, pour le coup, on est en plein dans tes préoccupations aussi. Sur l'écriture de l'histoire, l'écriture scolaire de l'histoire. Bon, si on pouvait mettre bout à bout plus l'enquête, effectivement, sur la sociologie du corps des enseignants d'histoire, comme a fait Devio. Si on pouvait mettre bout à bout tout ça, je pense qu'effectivement, on poserait des questions pertinentes qui permettraient de faire coexister toutes les approches là qui ont été données ce soir, et de les mettre en accord, quoi, de ne pas les rendre exclusives les unes des autres. Parce que, voilà, à mon avis, un savoir scolaire se suit de sa confection, du moment où ça germe dans l'esprit, pas dans l'esprit d'un homme, pas dans l'esprit d'une commission, mais du moment où ça germe, où ça se construit, où ça se fabrique à la suite de tout un tas de rapports de force, et puis tout le chemin qui traverse, quoi. Moi, je rêve qu'un jour, dans les programmes d'histoire, il y ait l'enseignement de ce qu'on apprenait en histoire avant.
Parce que ça, ce serait un vrai travail critique. Voilà. Alors, c'est un petit peu par bribes comme ça. Mais pourquoi est-ce que dans les années... pourquoi est-ce que sous la Troisième République, on enseignait l'histoire comme ça? C'est une vraie question, ça aussi. Voilà. Alors là, il y aurait l'intelligibilité de l'enseignement de l'histoire sous la Troisième République, c'est l'objet. Et puis, il y aurait l'intelligibilité de l'instrumentalisation du passé par la Troisième République, c'est le projet. Mais ça permet aussi de faire jaillir l'idée chez nos élèves qu'il y a encore des formes d'instrumentalisation qu'il faut apprendre à déconstruire. Ça fait partie de l'intelligibilité des objets. À partir du moment où, comme je le disais, dans la genèse du savoir, il y a des intentions, il y a de la construction, il y a une fabrication d'intentions. Ce que j'appelle des intentions, mais il faudrait peut-être appeler ça autrement. C'est clair ce que je dis? Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à faire tenir tout ça ensemble. Voilà, mais ma conclusion, c'est qu'il y a du boulot. Merci beaucoup. Je vais rentrer avec beaucoup de questions, mais c'est bien, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on assume, c'est que... on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais tiens, parlons-en, ou laissons-la en suspens. Je pense que ce serait bien d'assumer que sur certaines questions, nos élèves partent avec des questions, plus qu'avec des réponses, en histoire, en tout cas. Je pense que tu as dit quelque chose qui me paraît très important et qui concerne le travail des chercheurs et ce que pourrait être leur mission de